C'est parti. Est-ce que pour les personnes en visio, vous voyez bien le partage d'écran? Oui, oui. Oui, pas de souci. C'est parfait. On va pouvoir débuter. Je vous demanderai donc de bien couper vos micros, s'il vous plaît. Oui, mais toi, il faut que tu gardes le tien, parce que là, on n'entend plus. C'est tout bon pour les micros? Pourquoi j'ai pas accès à mon... Elle est disponible. Ça va là. Ça s'adapte. Je vais peut-être me mettre sur le téléphone. Ça va être tout bon. Bon, on est parti. Je vous présente donc Stéphania David, donc psychologue au travail à Provayé, anciennement le GISMA, qui devait être accompagnée donc d'Angélique Neves, mais qui est malade. On arrive, voilà, c'est plein été, mais il y a encore des virus qui traînent. Donc Stéphania va vous faire effectivement cette présentation, je vous l'espère. Donc du coup, je vais en profiter pour me présenter un tout petit peu plus. Je suis Stéphania David, je suis psychologue, je travaille effectivement chez Provayé. Et j'accueille des salariés en fait en souffrance au travail ou au moins qui présentent un stress à la demande des médecins du travail et ou des infirmiers. C'est seulement par ce biais-là que j'accueille en individuel des salariés. À côté, donc du coup, j'organise des sensibilisations. Ça peut m'arriver au moins une fois dans l'année avec la CCI, mais aussi avec d'autres organismes. Et sinon, j'interviens aussi en entreprise avec ma collègue Angélique. En fait, on a la même fiche de poste. On peut intervenir aussi dans certaines instances d'entreprise, en CSE principalement, sur des thématiques autour des risques psychosociaux. Donc ça, c'est ma fiche de poste en tant que psychologue du travail chez Provide. Et donc là, aujourd'hui, on a décidé, en fait, avec ma collègue Angélique, de vous proposer cette thématique parce que c'est celle qu'on accueille principalement là dans nos consultations, au-delà des conflits et des dégradations relationnelles dans les entreprises. Il y a cette question de la charge de travail, en fait. Donc, on s'est dit pourquoi pas y travailler et essayer de faire un recueil. En fait, on a essayé de, comme ça, récolter un maximum d'informations sur le sujet, de recueillir le plus d'outils et de vous faire une synthèse. Donc, aujourd'hui, en fait, on va tenter de vous proposer ça, une synthèse de ce qu'on a pu recueillir. Et avant de vous présenter ça, il est important pour nous aussi de situer la thématique de la charge de travail au niveau du cadre légal et des définitions. Donc, il y aura une petite partie définition, cadre légal, risques psychosociaux, DU, enfin, toutes ces thématiques-là. Situer la charge de travail au milieu de tout ça. Et puis après, là, on ira un peu plus dans le vif du sujet et dans la démarche à éventuellement mettre en place quand on s'intéresse à la charge de travail. Si vous avez des questions à tout moment, vous n'hésitez pas. Je gère comme ça, c'est ça. Donc justement, la charge, c'est un facteur de stress au travail. Donc ça se situe dans le cadre légal où il était un petit peu dans l'obligation en tant que service de santé au travail de vous rappeler que du coup, il y avait une obligation pour chaque employeur de prendre soin en fait, de la santé physique et psychique de ses salariés. Ça se situe dans le cadre légal et que chaque entreprise, dès lors qu'il y a un salarié, a l'obligation de mettre à jour son DU, donc en fait son document unique où il est répertorié normalement tous les risques physiques et psychiques en fait, et dont les risques psychosociaux du coup. Donc l'idée, c'est que normalement, voilà, chaque entreprise a un DU avec les risques et on se doit du coup en tant qu'entreprise d'évaluer l'ensemble de ces risques-là et de penser un plan d'action au niveau de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc ça, je vous referai une petite piqûre de rappel. Mais en tout cas, la charge se situe au niveau des facteurs de stress qu'une entreprise doit évaluer.
Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, on vous a mis les outils qui existent. Donc, du coup, par exemple, c'est l'INRS qui a proposé pas mal d'outils sur comment évaluer les facteurs de risque psychosociaux, l'outil RPSDU qui est très, très bien fait. Et puis aussi le document RPS et document unique, vos questions, vos réponses. C'est voilà, vraiment ils font des supports très, très intelligents, très faciles d'accès. Après, il faut savoir aussi si vous avez besoin d'aller plus loin dans chaque outil que je vais vous présenter, on va les survoler en fait. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, en fait, on reste disponible par le biais de votre médecin du travail, on reste disponible pour vous rapprocher de vous en fait et aller un peu plus loin. Alors, le risque, en fait, si on ne prend pas en compte les facteurs de stress, qu'on ne les évalue pas, qu'on ne les régule pas, c'est que des salariés seront face à du stress. Le stress, c'est quoi? C'est un déséquilibre entre les contraintes qu'on a au travail, tous, et les ressources. Le stress, il n'est pas forcément grave quand il est aigu. On peut, tout à chacun, tous les jours, on est face à du stress aigu. On a un aléa, une difficulté, ça nous stresse, mais on va avoir des ressources, soit en nous, par nos connaissances, et ou à l'extérieur, par l'aide d'un collègue, de notre hiérarchie, d'un outil, d'une formation. On va réguler ce moment de stress. Là, c'est pas grave. Par contre, pas de souci, on va commencer. Par contre, c'est quand ça dure dans le temps et qu'on n'a pas les ressources, que là, ça peut devenir délicat pour la santé. Il y a une vidéo de l'INRS, pareil, qui explique très bien cela au niveau de la physiologie. Ça explique très bien que d'être stressé, d'être épuisé, c'est physiologique et qu'on puise dans nos réserves finalement et qu'on peut tout à chacun être dans cette phase-là, ça devient délétère et qu'on peut présenter du stress, puis après de l'anxiété, voire de la dépression, voire des choses plus graves encore. Ça explique très bien le glissement de terrain qu'il peut y avoir lorsqu'on est face à un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Donc le stress, ça s'explique au niveau des risques psychosociaux. De quoi on parle quand on parle de risque psychosocial? On parle de stress, comme je vous l'ai décrit, quand il y a des équilibres. Mais malheureusement, si on ne régule pas ça, je vous ai dit que voilà, ça pouvait glisser, l'anxiété, la dépression, ça c'est au niveau individuel. Par contre, dans le travail, on peut être amené du coup à voir d'autres indicateurs s'installer qui ressemblent parfois à des violences externes. Donc là, c'est les bénéficiaires qui vont s'agacer vis-à-vis du salarié et ou des violences internes. Donc là, c'est les collègues entre eux, la hiérarchie vis-à-vis du salarié ou vice-versa. Ça, c'est le risque. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un stress au travail? Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine? En fait, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Bolak. Ça a été donc, une très grande étude qui a été faite et qui a comme ça récolté 6 grands facteurs de stress au travail. Donc ça, normalement, c'est ce que chaque entreprise doit aller explorer, évaluer pour réguler et réduire le risque du coup du stress. Donc, ça tourne autour de l'intensité et de la complexité du travail, de l'autonomie qu'on a dans notre travail, des conflits de valeurs, des exigences émotionnelles, des rapports sociaux, du niveau des rapports sociaux et de la question de l'insécurité, de la situation de l'insécurité socio-économique de l'entreprise. Ça, c'est des facteurs normalement voilà, qu'on doit checker, aller voir où est-ce qu'il y a des équilibres et tenter de réguler pour répondre à l'obligation qu'on a en tant qu'employeur. Aujourd'hui, on va faire un focus du coup sur un des facteurs de stress, qui est celle de la charge de travail qui se situe dans l'intensité et la complexité du travail. On va se concentrer là-dessus, mais il y a plein d'autres thématiques et c'est pour ça que chaque année, on essaye de cibler une thématique. Donc, si on ne fait pas ça, si on ne va pas explorer qu'il y a du stress, qu'il y a glissement, il peut y avoir des conséquences sur les salariés, sur les ressources de l'entreprise, au niveau comportemental, cognitif, émotionnel ou somatique. Donc, au niveau comportemental, on peut voir apparaître... Mais sur quoi les CD2I déjà? On ne va pas vous répondre, madame. Sur un L? Regarde Boisizi. Je te laisse gérer. Je ne sais pas compris. Ouais. J'aurais bien voulu l'aider, mais
Je suis sûre qu'elle va trouver des ressources et qu'elle va réduire son stress. Donc, du coup, si le stress, en tout cas, n'est pas régulé, voilà, on peut voir ce genre de symptômes au niveau comportemental, l'apparition d'addictions, des comportements agressifs dans les équipes. Les gens vont s'irriter, ils fatiguent, donc ils s'irritent. Les comportements à risque, des modifications des habitudes. On va se dire, oh, mais ce salarié-là, quand il est arrivé, il n'était pas comme ça, il est bizarre, il a changé ses habitudes. Il prend moins soin de lui, il fait plus de sport, il est dans l'évitement, il s'isole. Même parfois, pire, on peut se dire, bah, il devient confiant. On ne va pas comprendre. On va se dire que c'est lui qui change. Sauf que oui, c'est lui qui change, mais l'idée, c'est de recueillir le salarié, d'accueillir le salarié et d'aller explorer qu'est-ce qu'il fait qui change. Est-ce que c'est le travail et où ça peut être du personnel aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas s'arrêter à ça et essayer d'aller plus loin. Toutes ces listes-là de symptômes, c'est des symptômes que vous pouvez repérer. Et je vous invite à, du coup, en tant que salarié ou en tant que hiérarchie, RH, enfin, je sais qu'il y a plusieurs profils dans la salle, d'essayer d'aller plus loin, de se rapprocher du salarié en disant, bah, voilà, je repère certaines choses chez toi. Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Qu'est-ce qui fait déséquilibre chez toi? Il y a sûrement des contraintes et il te manque des ressources. Et comment on peut peut-être réguler ça? En sachant qu'en tant que service de santé au travail, il ne faut pas hésiter aussi à nous orienter des salariés qui présenteraient ce genre de déséquilibre et qu'on reste disponible pour vous aider à justement décortiquer au niveau pro et ou perso ce qui se passe pour la personne. Je ne fais pas le détail, mais ça tourne autour du comportement, de la cognition, des personnes qui vont oublier des choses aussi, qui vont faire des erreurs, qui vont exprimer une charge mentale importante, qui ne vont pas réussir à enregistrer les informations, au niveau émotionnel, qui vont avoir peur, qui vont être anxieux, qui vont être inquiets, qui vont avoir des ruminations. Puis au niveau somatique, ils vont avoir mal à la tête, quand ils vont arriver au travail, ils vont dire voilà, j'ai un peu la boule au ventre, qui vont exprimer des douleurs, des maux de dos. Ça, c'est un grand classique, les maux de dos qui vont se tenir comme ça, qui vont avoir mal au cervical. Le corps parle, de l'eczéma aussi. Voilà. Le corps parle quand il y a du stress et ça peut se repérer chez certains salariés. D'autant plus que les facteurs de stress qu'on a vus ensemble, les 6 familles, là, les facteurs de stress, plus ils vont être durables dans le temps, plus ils vont être suivis par les salariés, plus ils vont être nombreux, plus il va y avoir d'impact sur le salarié. Donc, il faut tenter, s'il y a certains facteurs qu'on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus, il faut au moins essayer que ce soit le moins durable possible dans le temps, que ce soit choisi. Ça, je vais vous expliquer, peut-être que vous ne voyez pas ce que je veux dire, mais je vais vous le dire après. Et puis, d'essayer de les réduire. Si, par exemple, on repère qu'il y a 5 facteurs de stress qui stressent le salarié, de se dire, OK, on n'a peut-être pas le contrôle sur tout, mais on va essayer d'en réduire un ou deux. Déjà, peut-être que ça va l'aider à se rééquilibrer. Au niveau du facteur subi, l'idée, pour que ce soit le moins suivi possible, c'est d'engager les équipes à la réflexion de leur travail et des facteurs de stress auxquels ils sont exposés et qui choisissent en fait de l'être ou pas. Par exemple, s'il y a un changement d'horaire, que ce soit volontaire. S'il y a un changement de tâche de travail, que ce soit le plus volontaire possible, que ce soit un choix des salariés d'essayer pour que ce soit le moins suivi possible. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que... Et puis la dernière chose, qui est très très importante aussi, c'est que plus il va y avoir un déséquilibre entre l'effort donné par le salarié et le niveau de reconnaissance, plus il y aura de stress pour le salarié. Donc voilà, il y a un effort sur lequel on ne peut pas avoir de contrôle. Cet effort, il est là, il faut le faire et on n'a pas le choix. On est face à un challenge là et on ne peut pas faire autrement. Il va y avoir un pic de charge de travail, par exemple. Comment en face, il y a une reconnaissance des collègues, de la hiérarchie, etc. Et où la demande et la latitude décisionnelle. Ça aussi, c'est super important. Plus la demande va être complète, importante, plus le salarié va avoir besoin de mettre sa patte, de mettre son empreinte et d'avoir une latitude décisionnelle. Je donne beaucoup comme exemple dans ce cas-là les plateformes téléphoniques. Ils ont une demande très importante, mais ils n'ont pas de latitude décisionnelle du tout. C'est du mot à mot. Ils peuvent pas mettre de leur identité, de leur personne, et c'est aussi ça qui les fait stresser. Alors que s'ils pouvaient mettre un peu de créativité là-dedans, peut-être qu'ils seraient moins stressés. Mais c'est pas le cas. C'est rarement le cas.
Voilà. Donc, si le salarié est abîmé, bah, l'entreprise est abîmée, en fait. Et on va voir, du coup, dans les indicateurs de l'entreprise, une perte de productivité, de qualité, un désengagement, du turnover, du mouvement du personnel, des arrêts maladie, une perte de compétences, du coup, parce que si les personnes partent, du coup, on perd des compétences. Un effet sur l'organisation, s'il y a des arrêts, des gens qui perdent, il faut recruter, donc ça désorganise. Il peut y avoir aussi des accidents du travail. Ça, c'est plus quand les personnes aussi, soit ils sont très chargés par leur travail, soit il y a des troubles de la concentration qui leur fait faire des accidents du travail. Des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques qui sont très en lien avec le stress au travail. Des dégradations relationnelles, parce que comme on l'a vu ensemble, ils vont fatiguer, ils vont s'énerver, ils vont s'irriter et il va y avoir des disputes. Des risques juridiques, du coup, ça, c'est le bout du chemin pour l'entreprise. Malheureusement, il peut y avoir au bout de ce chemin-là des risques juridiques, des personnes qui vont aller au prud'homme. Là, c'est vraiment quand c'est très dégradé. Et puis, ça peut impacter, du coup, l'image de l'entreprise. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de travailler sur le repérage, l'évaluation et puis la régulation. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? On vous a résumé très rapidement, du coup, toutes les définitions sur des risques psychosociaux, l'origine, les conséquences. C'est clair pour vous. Donc, la charge de travail, grosse thématique. C'est une thématique très, très riche. On a vraiment essayé de synthétiser les choses, mais ça n'a pas été évident. Il y a beaucoup d'outils. C'est pas une question simple. Donc, en tout cas, il ne faudra pas hésiter. Là, faudra pas hésiter à revenir à nous si vous avez besoin de travailler sur le sujet. En tout cas, on reste disponible sur ce sujet. Donc, il y a des idées reçues qui existent autour de la charge de travail. Quand, par exemple, tout le monde comprend ce que c'est la charge de travail. La charge de travail, c'est subjectif, c'est personnel, c'est une question de perception. Et puis, il est difficile de la réguler. Ou encore, il faut que le travailleur apprenne à réguler sa charge et ne pas faire de surqualité. Et de dire ça, en gros, ça suffit. Donc, tout ça, c'est des idées reçues qu'il peut y avoir autour de la charge de travail. Donc, en réalité, on y associe effectivement nos propres représentations de la charge. Il y a cet aspect-là, on va le voir ensemble. Il y a la charge perçue du travailleur, mais pas seulement. Il y a aussi la charge prescrite sur laquelle il faut travailler. Et la charge réelle, c'est celle de notre travail réel, de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et je vais vous représenter tout ça. Donc, elle se traduit par un déséquilibre, on l'a vu ensemble, entre les ressources et les moyens, mais peut aussi faire appel à la notion de souffrance au travail, c'est le glissement de terrain, la perte de sens, etc. Il est donc important de s'entendre sur la définition de cette fameuse charge de travail. Souvent, tout le monde ne connaît pas bien la définition de la charge de travail, qui a plusieurs dimensions. On va voir ensemble. Donc, la charge de travail étant subjective, il est difficile de la réguler. Donc, il y a effectivement une dimension subjective, mais ce n'est pas un motif pour ne pas agir sur la charge. Les mêmes contraintes ne sont pas vécues de la même façon d'une personne à une autre, d'une part, et puis il n'existe pas de mesure objective aussi, ça il faut l'accepter. Il peut y avoir quelques indicateurs qui vont rendre objectifs certains aspects de la charge de travail, mais ce n'est pas évident, comme par exemple les chiffres sur le nombre de dossiers. Oui, on peut avoir un chiffre de nombre de dossiers, mais ça ne va pas nous dire d'un dossier à un autre s'il a été complexe ou pas. Enfin, une personne qui va faire 10 dossiers, Coucou. peut-être que ce n'est Ça pas va, toi? représentatif d'une autre personne qui va en faire Non, elle est 10, malade. où ça sera plus complexe. Donc, les indicateurs peuvent nous dire beaucoup, mais pas forcément sur le ressenti de la personne ou la complexité de la tâche. D'autre part, il n'existe pas de mesure objective. Voilà, sur les indicateurs, il s'agit de travailler autour d'un faisceau d'indicateurs. Et la dernière chose, voilà, il faut que le travailleur apprenne à réguler. Donc, chaque travailleur a sa propre représentation du travail bien fait. Demander de faire moins serait moins efficace que de décider collectivement, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, que chaque décision, et sur tous les facteurs de stress qu'on a vus ensemble, mais aussi sur la charge de travail, inviter les salariés à discuter en fait de cette charge du travail, c'est réduire le risque d'un déséquilibre parce qu'ils sont experts du terrain et qui sont censés savoir en fait de quoi il s'agit.
Donc, l'idée, c'est de décider collectivement le niveau de qualité attendu, par exemple, afin de partager des repères communs. Et ça, voilà, c'est extrait d'un outil qui est très bien fait aussi de l'ANACT. L'ANACT, c'est l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est national. Au niveau régional, vous avez l'ARC. C'est des consultants qui interviennent en entreprise, qui peuvent intervenir dans les grosses entreprises avec Angélique, ma collègue. On peut intervenir en CSE, faire des sensibilisations, mais dès qu'il faut aller sur le terrain, faire un audit ou aller dans des choses un peu plus détaillées, on va inviter l'ANACT à venir nous rejoindre et à travailler avec vous. Comprendre la charge de travail. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de la surcharge, de la sous-charge et de la variation de charge. Donc l'idée, c'est de ne pas être dans la surcharge ou dans le surinvestissement. Donc il peut y avoir une vraie surcharge de travail, mais parfois, il n'y a pas forcément de surcharge de travail, mais c'est le salarié qui va se surinvestir et avoir la perception, le sentiment d'être dans une surcharge de travail. Et là, c'est tout le job du manager, du cadre, d'essayer d'objectiver les choses avec lui. Moi-même, en consultation, des fois, je le repère ça chez les salariés et je pose la question toute bête, mais est-ce que c'est ça qu'il vous demande, votre chef? Ah oui. Ah non, il ne m'en demande pas autant. Il me dit même de me calmer. Mais c'est plus fort que moi. Moi, je veux un travail de qualité. Sauf qu'en fait, l'entreprise ne peut pas faire du travail à ce niveau de qualité-là. Donc, il y a tout un travail, des fois, d'accompagnement à faire auprès du salarié pour évaluer ça et voir s'il y a une réelle surcharge ou si parfois c'est lui qui se Pour surinvestit les pas pièces, non, j'ai un rien, peu trop j'ai que pour les et voir billets, les comment enveloppes. l'accompagner sur ce sujet. Pour les Parce que billets, oui. le Oui, risque- oui. Alors, on va essayer de couper. J'arrive pas à lui couper son micro. Je ne sais pas si vous les entendez. Oui, bah oui. C'est comme D'accord, c'est bah non, super. j'ai pas ça. Non. Faut que tu sortes et que tu rentres. Eh ben, si tu veux, ou j'essaie d'y passer dans la matinée. Le risque, du coup, c'est le burn-out, l'épuisement professionnel. Ouais. L'épuisement professionnel, c'est la fatigue physique, émotionnelle et cognitive. La perte d'empathie, les gens vont s'irriter. Et puis, au bout du bout, la perte d'accomplissement personnel, on va commencer à dire Ouais, ce travail, il n'est peut-être pas fait pour là où moi, je te pose, j'aime moi, plus, il faut que je change. château, là. Il y a la question de la sous-charge aussi. Ça, j'ai parfois des salariés qui vont parfois me dire je suis mise au placard, j'ai plus rien à faire, j'ai été rétrogradée dans mes tâches. Alors parfois, ce qui se cache dessous, c'est que finalement le cadre n'a pas pris le temps de bien expliquer les choses aux salariés et qu'il y a un sens à mettre là-dessus et que c'est un ressenti sur lequel il faut mettre du sens. Puis parfois, il y a des vraies situations de ce genre-là où on va mettre au placard des salariés. Là, le risque d'être face à un ennui chronique, c'est le burn-out. Edo n'est pas là, hein, il est malade. Et que les salariés, du coup, se désengagent, s'épuisent, presque à la manière d'un épuisement professionnel. Et puis, il y a la question aussi de la variation de la charge. Il y a des environnements de travail où, en fait, il va y avoir des pics d'activité, surtout dans des endroits où ça va être saisonnier, proche de la nature. Je ne sais pas. Il y a des choses aussi au niveau de la comptabilité, des périodes d'un mois où il va y avoir des pics. Il y a des métiers comme ça où il y a des variations. Et on peut perdre un peu nos repères, perdre notre sens dans le travail et présenter du burn-out. Donc ça, c'est trois types de charge de travail. Et puis, il y a aussi la charge physique, le port de charge. Donc là, il n'y a pas de... Enfin, moi, je ne traite pas trop ça. C'est plus mes collègues ergonomes qui sont sur ce sujet-là. Il peut y avoir la charge physique. La charge cognitive, la charge psychique et émotionnelle, on va retrouver beaucoup le métier de psychologue, d'éducateur, la charge émotionnelle, on va retrouver beaucoup dans ces métiers-là, juriste, il y a des associations aussi, avocats, huissiers, voilà. Dès qu'on est face à la souffrance de l'autre, au stress de l'autre, en fait, face à une charge émotionnelle importante. Et mentale, ça va être un mixte entre le cognitif, en fait, et puis l'émotionnel. Donc ça à prendre en compte. Et puis, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que tout le monde était concerné. C'était un point hyper important sur la question de la charge de travail. Tout le monde est concerné à différents niveaux. Il y a les prescripteurs, la direction, les financeurs, etc. Les managers sur le terrain
les collaborateurs, les clients, les bénéficiaires, les fournisseurs, enfin, toutes ces personnes-là ont un rôle à jouer. Nous n'avons plus de son. Excusez-moi de vous couper, on ne vous entend pas, s'il vous plaît.
Ça ira. Il fait tout couper. C'est ça que je voulais faire pour ça. Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que vous entendez? Oui, on vous entend. Ah, voilà, c'est bon, parti. Désolée, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Désolée, désagrément du direct. C'est bon, ça y est, c'est tout. Désolée. Donc, du coup, ce que je disais, c'est qu'avant de travailler sur le sujet de la charge, d'essayer un petit peu de faire vous faites une réunion sur le sujet, en tout cas d'introduire les choses sur le sujet des risques psychosociaux, du stress, pourquoi pas en prenant le diaporama, etc. Et de développer une culture de la prévention. Plus il y aura une grande culture de la prévention dans l'entreprise, plus du coup les gens seront prêts à traiter le sujet, en fait. Et puis, il y a un autre avantage aussi, c'est que la charge de travail, c'est un sujet, mais ça peut être en lien avec plein d'autres choses. Et que si on ne prend pas en compte toutes ces autres choses et qu'on ne met pas en place une démarche globale, ça peut ne pas fonctionner aussi, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est au niveau collectif, de sensibiliser et de mettre en place une démarche globale des risques psychosociaux et de partir sur une démarche pérenne. Et au niveau individuel, sur la charge de travail, en tout cas, ça peut être aussi de faire des sensibilisations auprès des salariés sur des thématiques autour du respect des horaires de travail. Pour ceux qui se surinvestissent, c'est une tendance un petit peu à dépasser les choses. L'intérêt des pauses, de sensibiliser au risque du surinvestissement, le droit à la déconnexion, identifier les symptômes aussi, comment identifier les symptômes chez les uns, chez les autres, pour les repérer et réguler, chez les collaborateurs, renforcer, maintenir des ressources, comment maintenir des ressources en soi au niveau de sa santé, mais aussi au niveau de la formation, etc. C'est aussi informer les salariés en termes de droits et de devoirs. On a vu que l'employeur avait une obligation de préserver la santé des salariés, mais le salarié, il a comme devoir aussi de préserver sa propre santé, de tirer la sonnette d'alarme quand ça ne va pas, par exemple, ou de respecter les règles. Concernant les règles relatives au temps de travail, suivre le temps de travail, limiter le recours aux heures supplémentaires, ou sinon, si on n'a pas le choix, qu'il y a un pic d'activité et des heures supplémentaires, pareil, que ce soit on part du volontariat, et ou qu'on établit une programmation de ces heures supplémentaires, les programmer, les réguler à un moment donné, etc. S'appuyer aussi, si besoin, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas hésiter à se rapprocher de ressources internes, mais de ressources externes, comme le service de prévention santé au travail, mais aussi l'ANACT, l'ARACT, il y a plein de préventeurs qui existent, l'inspection du travail, etc., qui peuvent vous aider à travailler sur ce genre de sujet. Et puis, dernier point, avant de travailler sur la charge de travail, c'est qu'il faut un bon dialogue social. Sans dialogue social, du coup, on va travailler certaines choses, on va mettre en place un plan d'action, mais si dans les espaces de discussion, on se dispute et qu'on n'arrive pas à s'entendre, on va avoir du mal à mettre en place ces actions. Donc, du coup, il faut essayer de favoriser un bon dialogue social. Et pour ça, c'est pareil, il y a des outils qui existent. L'ANACT a mis en place des choses. Il y a aussi l'outil à réseau que l'ANACT a mis en place. Ils interviennent en CSE, en fait, pour qu'il y ait un bon dialogue social. Et ça, c'est vraiment le noyau de l'entreprise. Quand si en CSE, on n'arrive pas à discuter, ça ne peut pas fonctionner. Là, après, penser la prévention. Donc, un bon niveau de dialogue social,
ou aussi de bons espaces de discussion. C'est pas forcément facile de mettre de bons espaces de discussion en place dans les entreprises. Et ça, c'est pareil. Il y a des outils pour tenter de favoriser ça. Et là, sur cette thématique, il y a besoin de ça. Il y a besoin d'espaces de discussion. Donc, si vous avez fait ce travail-là, la culture de prévention, etc., et que vous vous lancez sur la démarche autour de la charge de travail, il y a toute une démarche à mettre en place avec déjà l'idée de planifier et d'anticiper la tâche prescrite. Qu'est-ce qu'on va demander aux salariés? Après ça, on va communiquer, diffuser l'information et suivre, évaluer en fait le travail réel. Donc, on va suivre, évaluer qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et après ça, en fait, on va se poser et dire, il y a un écart, il manque de quelque chose. Normalement, on l'aura observé sur le terrain, ce qui manque, et on va tenter d'ajuster, d'adapter pour être au plus près du travail prescrit. Et ça, c'est un travail normalement à faire au quotidien. C'est normalement le travail des cadres de proximité. Alors, la planification, justement, cette première étape de planification de la tâche, de la tâche prescrite. Donc, l'idée, c'est de réunir de manière paritaire les différents protagonistes qui sont concernés par cette demande, par cette tâche, et d'impliquer au maximum ces collaborateurs, de prendre en compte leurs souhaits, leurs expertises. Parce que si ça leur tombe dessus et qu'on ne les a pas questionnés, ils risquent de se verrouiller, de se fermer, de ne pas accepter. Et on prend le risque aussi, si on ne recueille pas l'expertise du terrain, d'avoir un grand écart entre ce qui va être prescrit et ce qu'on va mettre en place. Donc, on va devoir normalement analyser la demande des clients, la demande des personnes qui donnent des sous, la demande, voilà, on va évaluer la demande, et face à cette demande, quelles sont les tâches qu'on doit mettre en place pour répondre à cette demande? Quelles sont les tâches, les sous-tâches, etc. Face à ces tâches-là, quels moyens dont on a besoin au niveau humain, au niveau matériel? Après, quand on aura tout ce paquet-là, on est censé organiser, faire un prévisionnel, un rétro-planning, en prenant en compte certaines choses, on va voir ensemble. Et en face, mettre des indicateurs. Moi, j'aime pas trop. Mais il peut y avoir des indicateurs intéressants. Il faut bien les choisir. Parce que ça peut être une usine à gaz aussi, les indicateurs. Donc, faire attention aux indicateurs. Mettre en place des indicateurs. Et puis après, au bout de ce travail-là, il y a certains facteurs qui feront de toute façon charge et qu'on ne pourra pas trop bouger, mais qu'il faudra tenter quand même d'analyser. Tout ça, on va y aller un petit peu plus précisément. Donc, par rapport à la demande, donc, réaliser une liste des demandes, des besoins, du cahier des charges du client ou bénéficiaire, il y a des outils qui existent pour ça, et définir les objectifs ensemble. Après la demande, on va, face à cette demande-là, réfléchir à toutes les tâches et sous-tâches qu'on doit mettre en place. Nous, par exemple, pour organiser cette thématique avec ma collègue Angélique, on se dit, déjà, il va falloir qu'on fasse un recueil de données. Il va falloir recueillir tous les éléments. Après avoir recueilli tous ces éléments-là, il va falloir aller lire. Il va falloir échanger dessus. Il va falloir faire une synthèse. Enfin, voilà, il y a plein de tâches et de sous-tâches qu'il faut penser. Et quand on les pense, il faut essayer que ces tâches et sous-tâches soient les plus simples possibles. Simples dans le sens précis. Donc voilà, que ce soit précis, déterminé, simple sur chaque objectif. Mesurable aussi. Il faut définir des indicateurs, tenter en tout cas, qui permettront de mesurer et de suivre au fur et à mesure le niveau d'atteinte de l'objectif. Nous, on s'était fixé, par exemple, un nombre d'articles chacune. Ça, c'était mesurable. Atteignable. Placer la barre au bon niveau. Parce que sinon, le risque, c'est de mettre des objectifs trop élevés, que la personne soit déçue aussi, et que la charge perçue soit négative. Si l'objectif est trop banal, trop simple, trop facile à atteindre aussi, il faut trouver le juste milieu entre comment dire, quelque chose d'atteignable très facilement et pas assez dans le sens où il faut un peu de challenge aussi. Il faut trouver le juste milieu. Il peut ne pas être évident, mais il faut tenter. Et ça, c'est avec la discussion avec les salariés qu'on va pouvoir doser parfois
ce point-là, pour que ce soit inspirant. Il faut que ce soit réaliste aussi et réalisable. Les objectifs devraient être réalistes en prenant en compte toutes les contraintes endogènes et exogènes du projet. Et puis temporel. Il faut se fixer aussi un temps atteignable. Comme par exemple pour le gâteau, voilà, si on lui a dit 10 minutes, forcément, ça n'allait pas pouvoir se faire. Donc chaque objectif devrait être atteignable dans une durée prédéfinie. Et c'est important de le prédéfinir, de faire un rétroplanning, de se projeter dans le temps. Et des petits outils comme ça qu'on peut utiliser, qui semblent simples, mais qu'on oublie des fois, le rétroplanning. Des fois, c'est en faisant le rétroplanning qu'on se dit, ah non, mais en fait, ça va coquer. Ça nous semble simple des fois, mais moi, je vous invite à le faire parce que c'est aussi en faisant ce genre de choses et en redéfinissant tout ça, en se posant la question, on se rend compte, en fait, que ça coque à certains niveaux. Face aux tâches, bon, on va mettre des moyens en face, des moyens humains et matériels. Donc, on va se dire, voilà, soit on a déjà des personnes qui sont là, soit on doit les recruter. Donc, si elles sont là, s'il y a déjà cette équipe, on va se dire, bah, dans cette équipe, est-ce qu'il y a le savoir-faire, l'expérience? S'il n'y a pas le savoir-faire et ou l'expérience, il va falloir les former. Est-ce qu'il y a le savoir tout court? Est-ce que le savoir-être, est-ce que les personnes peuvent être dans de la bonne communication, dans du bon relationnel s'il y a besoin de cette compétence-là? Et c'est le cas, on va les accompagner. Est-ce que le type de contrat présent est adapté à la tâche aussi? Est-ce qu'il faut transformer un CDD en CDI? Est-ce que le temps partiel est adapté? Quel est le type de contrat présent et est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'on a des salariés RQTH? Quels sont leurs handicaps et est-ce que c'est adapté à la tâche aussi? La situation personnelle par rapport à des changements d'horaire, par exemple, si on a une mère célibataire avec 2-3 enfants, peut-être que ça va prendre en compte quand même. Sa situation personnelle va être à prendre en compte par rapport à la tâche demandée. Le niveau de responsabilité aussi. Est-ce que la personne a le niveau de responsabilité pour faire telle ou telle tâche? Et sinon, est-ce qu'on lui donne un nouveau niveau de responsabilité? Et puis, il y a aussi, par exemple, le besoin d'autonomie. Est-ce que pour telle ou telle tâche, et c'est d'où l'intérêt d'inviter les salariés à discuter aussi de ça, voilà, quel est leur besoin d'autonomie face à telle ou telle tâche, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être cadrées, qui vont dire, bah, moi, j'aime pas trop l'autonomie et je vais avoir besoin que tu viennes me voir 2-3 fois par semaine. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, non, non, c'est bon, on a besoin de faire un point une fois par mois, j'ai besoin d'autonomie, c'est là que je suis créatif, etc. Et c'est beaucoup en lien aussi avec la confiance, je ne l'ai pas dit, mais si on veut travailler sur la charge de travail, il faut quand même avoir confiance en ses équipes. D'où le dialogue social aussi, d'où un bon dialogue social. Donc, quand les humains sont adaptés à la tâche, quand on a fait le tour de ça, c'est important de réfléchir à ce dont on a besoin comme type d'humain, en quelque sorte, face à ces tâches. Il va falloir réfléchir aussi au matériel et à la formation. Donc, le type de matériel, en prenant en compte aussi le temps d'appréhension de ce matériel-là, ou de cette formation, le besoin de formation, de procédure, le besoin de salle, le budget, tout le côté pragmatique, d'essayer pareil, d'avoir une checklist et de penser un peu à tout, parce que c'est là qu'il peut y avoir un écart entre le prescrit et les réels. Si tu as des questions, j'ai pas l'autre sur moi aussi. Au niveau organisationnel, donc voilà, on a la demande, la tâche, les humains, le matériel, il va falloir s'organiser et les inviter aussi à réfléchir à cette organisation-là, répartir les tâches, planifier les tâches, faire un prévisionnel, anticiper et communiquer sur les dates butoirs, les délais, et anticiper aussi sur quelque chose parfois qui n'est pas forcément pensé, anticiper sur le temps non travaillé. On pense beaucoup au temps travaillé, mais parfois il y a des loupés sur le temps non travaillé, c'est-à-dire le temps de réappropriation, par exemple, pour un salarié qui revient d'arrêt. Lui laisser le temps, après un long arrêt, de se réapproprier le matériel, de se rappeler de ses codes, de se rappeler de la procédure, des choses qui semblent du coup un peu oubliées pour les gens qui sont sur le terrain.
mais qui sont à prendre en compte quand on doit rediffuser la tâche prescrite à un salarié qui revient d'arrêt. Peut-être qu'il y a eu des changements même, qui doivent prendre en compte ça, etc. Donc, le temps de réappropriation ou d'appropriation lorsqu'il y a un nouveau logiciel, une formation, etc. Les temps non travaillés aussi, comme les CP, dans le rétroplanning, justement, d'intégrer les temps de CP, les temps partiels, la maladie. Alors, vous allez me dire, c'est pas évident d'anticiper la maladie. Ben, ce qu'on peut faire, c'est au moins d'aller regarder les chiffres de l'année dernière. Voilà, quel a été le taux d'absentéisme dans mon entreprise pour essayer d'appliquer, de se dire, ben, on va prendre ce taux-là. Alors, peut-être que les gens ne seront pas en arrêt, et tant mieux. Du coup, on sera moins en flux tendu. Ou soit, on en aura plus. Et puis, bah, au moins, on aura fait ce qu'on peut. Le temps de régulation, le temps improductif aussi. Improductif dans le temps, enfin, par exemple, le temps productif, c'est les pauses. On peut appeler ça aussi les tâches administratives. Des fois, c'est jugé comme du temps improductif dans certaines entreprises. Les aléas, d'essayer de ne pas être tout le temps à flux tendu et de se dire qu'il peut y avoir des aléas, des interruptions. Les pauses, on l'a vu, les temps de gestion administrative, anticiper en mode dégradé aussi. Donc ça, c'est pareil, il faut aller voir les chiffres de l'année dernière, essayer de se dire, bah voilà, est-ce qu'on a eu des temps en mode dégradé, pour quelles raisons, d'essayer d'analyser ça et d'anticiper les projets de transformation. Et aussi organiser, penser le niveau hiérarchique. Donc voilà, on a les tâches, les personnes, on organise tout ça et on doit se demander aussi quels sont les circuits organisationnels pour que la tâche se passe bien. On va demander une tâche au salarié, bah, à qui il doit se référer pour ne pas perdre de temps, à qui il doit se référer pour être éclairé, pour être accompagné. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair? En fait, ce qu'on vous a préparé avec ma collègue Angélique, c'est une checklist. Hein, vraiment, c'est vraiment nul. Les indicateurs. Grande question, hein, comme je vous l'ai dit, les indicateurs. Donc, ils doivent permettre de rendre compte de ce que font réellement les travailleurs et traduire un niveau de charge de travail. Ce n'est pas évident. Pour être pertinents, ils doivent être discutés. C'est surtout ça que je vous invite à faire, discuter, et peuvent être expérimentés, c'est-à-dire qu'on peut revenir dessus. Mais pour ça, il faut de la confiance, il faut être capable de discuter, il faut avoir confiance en ses salariés et s'accorder sur le fait que parfois des indicateurs ne sont pas représentatifs du réel. L'utilisation d'indicateurs quantitatifs, par exemple le temps de travail, le nombre d'appels, la quantité de dossiers, etc., ne permet pas d'avoir parfois une perception fiable de ce qu'est la charge de travail au quotidien. Il est donc plus réaliste de parler d'évaluation et de régulation, d'être au plus près du terrain, de constater les choses dans le réel, parfois que de voir des chiffres dans des tableaux. Voilà pour cette question-là. Après, quand on a fait tout ça, déjà, c'est énorme. Et c'est énorme comme travail. Et il peut rester un outil à mettre en place, c'est celui d'anticiper les situations de facteurs de charge. Donc, se dire, essayer d'anticiper, de se réunir et de dire, on connaît notre travail. On a essayé là de penser à tout. Mais voilà, vu qu'on est expert, on sait d'avance peut-être qu'il y a des situations de toute façon qui vont nous mettre en difficulté. Et de réfléchir et d'essayer d'analyser. Et ça, c'est l'outil situation-problème, en fait, de l'ANACT, qui nous invite, donc, du coup, à réfléchir aux causes de ces situations-là, aux conséquences pour le salarié, pour l'entreprise. Et face à ce listing-là, se dire quel peut être le plan d'action au niveau de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. On va essayer de décortiquer les situations sur lesquelles on a l'impression de ne pas avoir de contrôle et on va essayer de les décortiquer pour, comme je vous l'ai dit, peut-être pas agir sur tous les facteurs de stress de cette situation, mais peut-être on va pouvoir réduire un ou deux et ça peut suffire. Quand on a fait cette analyse de la tâche prescrite, de la demande, on va la mettre en place sur le terrain. Et pour évaluer l'écart entre le prescrit et le réel. Et là, les outils qu'on a en entreprise, c'est l'observation du travail sur le terrain grâce au manager de proximité. Là, le manager va avoir un gros travail à faire et il va soutenir les échanges professionnels à la demande des travailleurs et du manager. Donc, c'est vraiment d'inviter les salariés dans le dialogue à faire remonter ce qui fait défaut en termes de formation, de moyens, de temps,
pour après réguler les choses et que ces temps soient formels ou informels. Donc, on va réunir à nouveau, après ces observations-là, enfin, pendant ces observations, pardon, on va réunir à nouveau de temps en temps, de manière formelle et informelle, les travailleurs sur cet écart. Et on va, pareil, reprendre la checklist et lui dire qu'est-ce qui a fait défaut, qu'est-ce qu'on n'a pas pensé, qu'est-ce qu'on a mal évalué pour tenter de réguler. Et donc, on est déjà dans cette phase-là d'ajuster, d'adapter, de rééquilibrer, comme on s'est dit tout à l'heure, de tenter de rééquilibrer les contraintes qui sont sur le terrain et les ressources qu'on a ou qu'on devrait avoir, en tout cas. Donc, trouver de manière paritaire, collaborative, les actions permettant d'ajuster, de corriger, de prioriser, de reprioriser, de reporter, voire des fois, d'annuler, d'adapter, enfin, la charge de travail pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre, ça peut vous aider d'avoir en tête les 3 niveaux de prévention. Donc, la prévention primaire, qui est celle d'anticiper et d'agir sur l'organisation de travail, c'est-à-dire le planning, la procédure, tout ce qui tourne autour de l'organisation du travail. Il y a aussi la prévention secondaire. Il y a un facteur de stress, il existe, je n'ai pas trop de contrôle dessus, mais quel outil je peux mettre en place pour le réguler? Donc, ça tourne autour beaucoup de la formation, de la sensibilisation, comme un outil de salarié. Et si malheureusement, ça l'a impacté, réfléchir à qu'est-ce qui peut le réparer pour qu'il revienne vite au travail, enfin. Et ça, il y a des ressources en interne, normalement, dans les entreprises, mais aussi à l'externe. Et là, c'est beaucoup le service de prévention en santé au travail qui va pouvoir vous aider. Là, avec ma collègue Angélique, on vous a mis plein d'exemples de ce qui peut réguler justement la charge critique, la charge réelle, la charge vécue. On a essayé de récolter des exemples comme ça, on a fait un petit recueil. Donc, si on est face à la charge, de réfléchir peut-être à diminuer certains projets, de rallonger les délais, d'ajouter des ressources quand on peut. Si on ne peut pas, au moins qu'il y ait de la reconnaissance des managers, de réviser des process, de répartir autrement les tâches. Au niveau de la charge réelle, peut-être d'inviter des salariés qui commencent à fatiguer à mettre en place des CP, de mettre en attente certains projets, de manœuvrer sur la latitude décisionnelle, que ce soit de faire pour que ce soit plus clair, que certaines tâches soient plus claires, d'inviter les salariés à demander de l'aide, on leur en donner, les engagements possibles, discuter avec les managers. Et puis sur la charge vécue, les discussions, la coopération, la clarté, les échanges de la pratique aussi, la reconnaissance, la relation réelle, etc. Donc voilà, on a essayé de recueillir pour vous inspirer et vous donner quelques exemples de ce qui peut faire régulateur. Et après, l'idée, c'est de suivre ça et partir sur l'idée que de toute façon, l'idée, c'est une démarche pérenne. C'est que on ne fait pas ça une fois, en fait. C'est au quotidien qu'on doit faire ce travail-là et qu'on doit suivre et communiquer sur le plan d'action, le mettre en place, le suivre et voir recommencer au quotidien tout ce que je vous ai dit. Donc après validation, de manière paritaire, toujours, suivre, communiquer et intégrer tout ce travail aussi dans le DU, dans le document unique. Ça, c'est important parce que le document unique, il est censé être un support de pilotage pour les salariés, pour un nouveau salarié qui arrive dans une unité de travail. Il est censé aller regarder le document unique et avoir une cartographie des facteurs de stress qui l'attendent et du plan d'action que l'entreprise a pensé de ce qui existe et voir être force de proposition avec son regard neuf, peut-être même être force de proposition pour d'autres pistes d'action. Le document unique, normalement, c'est un outil de pilotage dans la prévention des risques psychosociaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce grand sujet assez complexe qu'on a essayé de vous résumer dans les grandes lignes
avec mon collègue en chef. Que rien. Est-ce que vous avez des Est-ce que vous avez questions? des questions? Elles nous ont mis un lexique à la fin Oui. que j'ai trouvé Oui, je l'ai pas montré. source, belle source avec tous les outils. À l'intérieur, quand vous allez recevoir la présentation, vous allez avoir l'intégralité des outils qu'elle a présentés. Avec je Les les lignes de texte. je les ai tous regardés. Il y a vraiment il y a des fiches techniques, il y a des fiches pratiques, il y a des outils d'application vous allez pouvoir utiliser au quotidien si vous ne les utilisez pas déjà. Effectivement, elles nous ont mis vraiment Normalement, pour chaque la étape, boîte à outils. ouais, pour chaque étape, vous avez, si déjà en rentrant dans l'entreprise, là, vous vous dites, bon, déjà, en fait, on n'a pas un bon dialogue social, il va falloir déjà qu'on travaille ça. À chaque fois, vous avez le lien hypertexte, l'outil associé. À chaque étape, voilà, les espaces de discussion aussi. Il y a des webinaires, on a mis un ou plusieurs webinaires, je sais plus. Il y a l'outil aussi pour travailler la démarche dans sa globalité au niveau des risques psychosociaux. Et puis des focus sur la charge de travail, comme par exemple le kit pratique qui est très bien fait. On s'est beaucoup inspiré de ce kit-là et je vous invite à aller le regarder parce qu'il est vraiment très bien fait. Le kit pratique pour agir sur la charge de travail de l'INRS. Les 10 questions aussi sur la charge de travail, très pragmatique, très bien fait. Et puis on vous a mis aussi un outil un petit peu en plus, la base, la matrice Eisenhower pour prioriser ces tâches quand on passe à la charge de travail. Est-ce que ça vous a renvoyé, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a renvoyé des situations, j'imagine, et est-ce que ça vous a un peu éclairé sur, ah oui, c'est peut-être ça qu'on manque, c'est peut-être ce levier-là qu'il faut qu'on aille. Sinon, des exemples, chacun peut se reconnaître dans un vecteur ou un autre. Après, c'est des grandes questions qui nous animent. Comment faire pour mettre ça en place, comment monter une direction très éloignée du terrain, parfois. Voilà. Est-ce que le manager lui-même n'est-il pas, lui, déjà soumis à toute cette dose de stress? C'est une bonne question. Donc, en fait, c'est plus la mise en application selon les différences de tout à chacun dans les entreprises. Petites, grosses entreprises, on n'est pas tout à fait pareil. Il y a plein de questions, beaucoup, mais bon, je crois que c'est un travail à faire étape par étape. Trouver l'énergie de le refaire, de bien investir sur un espace public, et parce que maintenant, c'est déjà beaucoup, c'est un calvaire. Mais non, Tous les domaines. Je suis dans la restauration, donc je suis pas. Maintenant, tous les secteurs sont tous. C'est-à-dire de mettre des choses en place. Non, en fait, c'est déjà les salariés, c'est les enchères, en fait, tout ce qu'on fait, c'est la vite et l'énergie que les managers doivent mettre constamment pour remettre les équipes ensemble, etc. Du coup, c'est le manager qui prend. C'est lui qui reste responsable. Oui. C'est plus ça qui est. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, c'est un terrain qui est tout le temps en mouvement. La prévention, En fait, du coup, il y a à réévaluer à chaque fois la tâche précise, la tâche réelle, et c'est tout le temps en mouvement, et c'est vrai que ça peut être fatigant. Ça peut commencer. C'est énorme. Et la nécessité de reformer à nouveau, Et d'ailleurs, pour apprendre le turnover, est-ce qu'il existe une solution un peu plus facile pour mettre ça en place? C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez des entreprises qui ont mis en place des outils en interne, voilà, de passation d'informations? C'est vrai qu'il y a des métiers très tendus, je suis en recrutement, donc le métier c'est très tendu. Et ça, il y a à chaque fois ce travail de refaire. Je pense qu'au début, ça se fait un peu, puis d'un moment, les managers ils sont marre de le faire. Est-ce qu'il est, à votre connaissance, il y a des choses qui permettent de mieux passer ça? Il y a deux niveaux par rapport au turnover. Je pense qu'il y a le niveau d'aller explorer les raisons pour lesquelles les salariés partent. Déjà, des fois, il y a des salariés qui partent, on n'a pas le temps de les rattraper pour s'entretenir avec eux, mais il faut tenter, en tout cas, dès que vous avez l'occasion, avant un départ, de s'entretenir avec les personnes. Et c'est en plus là que vous aurez le plus d'informations, je pense, parce que de toute façon, il part et qu'il s'en moque un peu de dire les quatre vérités à son supérieur. Donc là, c'est vraiment pas laisser partir les gens comme ça. C'est une richesse, là, sinon, qu'on laisse partir.
Il faut essayer de recueillir qu'est-ce qui a fait, voilà, qui passe pour réguler, justement. Là, vous allez recueillir auprès d'eux le travail réel. Peut-être que vous n'avez pas perçu de ce qui se passe sur le terrain et qui fait défaut et qui le fait partie, du coup. Donc, de recueillir déjà auprès des salariés ce genre de sources. Et après, par rapport effectivement, on perd des ressources, on perd une expertise et on est un peu embêté sur le terrain. Là, je pense que c'est surtout d'essayer de formaliser un maximum les choses, en fait. Les process, les procédures, que les experts du terrain laissent des traces, un savoir-faire, malgré qu'ils partent. Alors, il y a des domaines, effectivement, ça va être moins... Est-ce que c'est possible? Ça, le rapport au travail à la communauté, écrire en fait. Et peut-être que c'est plus le rôle du manager de formaliser pour lui, parce que lui, il aura peut-être eu un peu plus la formation de l'organisation, de l'écrit, effectivement, de la procédure, peut-être un peu plus. Donc, il faut qu'il se forme, justement, et ou qu'il forme ses équipes à ça, pour que, malheureusement, quand l'un part, moins qu'il reste des écrits, des photos, comme à la restauration, des photos, des écrits, des traces, quoi. Je me disais que vous aviez levé la main, j'étais pas sûre. Bonjour. L'impression que surtout quand on se dans des images de décrire, on parle de global, de différentes strates de décision. Il me semble que ce que j'entends pour les gens du privé, les gens cliniques, les syndicalistes, les syndicats sont une ressource de ce qui se passe, poser vraiment des questions et ce n'est pas un frein. Vous disiez les gens sont bons, des fois on les retient pas, donc du coup on n'a pas l'information, vous parliez de la charge d'études, de la charge réelle, vous parliez de tout ça. On n'a pas, partout on a des bons développements. Et je pense que les syndicats sont un vrai partenaire social. Pour donner des informations, finalement, sur lesquelles il va falloir aller des raisons. C'est un peu l'image, c'est un peu le message que j'ai voulu passer là sur cette diaporama très rapidement en disant qu'il y a plusieurs acteurs concernés, et effectivement, dont le CSE, les syndicats. En fait, et quand j'ai répété à plusieurs reprises qu'il fallait que ce soit une démarche paritaire, effectivement, c'est bien ça en fait. Il faut le terrain, mais il faut aussi les décisionnaires et les personnes qui représentent le personnel. Là, ils sont dans la charge réelle, les représentants du personnel, on les voit aussi dans la charge prescrite. Ils ont un vrai rôle à jouer. Ils sont aussi dans la charge passive, ils sont partout. Les représentants du personnel, ils font justement lien entre ces différents espaces. Donc oui, c'est une ressource très importante dans l'environnement de travail pour aussi être porte-parole des salariés qui ne sont pas protégés. Ça, c'est une force de déposer sa parole aux représentants du personnel qui sont un peu moins à risque. On parlait des départs, mais j'avais envie de parler aussi des arrêts maladie. Aussi, d'inviter les salariés. Je sais qu'on est souvent la tête dans le guidon, les salariés reviennent après un arrêt, on ne prend pas le temps des fois de communiquer avec eux, mais c'est très très important aussi d'aller recueillir, même si on est persuadé que je sais pas, ça va pas au niveau perso et que je sais pas trop quoi, de s'entretenir quand-même avec ses salariés en disant voilà, tu n'es pas obligé de me dire ce qui se passe pour toi au niveau personnel et ou médical, mais je voudrais voir au niveau pro, qu'est-ce qui a fait défaut, parce que souvent le travail fait ressource quand ça va pas au niveau perso. On a besoin de se changer la tête et de voir au travail quand ça va au travail. On va se ressourcer au travail. Si la personne ne vient plus au travail, peut-être qu'il y a un truc quand même qui a fait des équilibres. Et d'aller explorer. Pardon. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'investiguer l'arrêt maladie, la cause de l'arrêt maladie, même déjà dans le cas de c'est vraiment sensible. Son écriture de crise, c'est vraiment de son arrêt maladie. On invite la personne. Oui, c'est voyez. Oui, totalement. La cause de la maladie. Non, personnel. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire, en fait, de bien introduire les choses en disant, voilà,
c'est que ce soit au niveau perso ou médical, tu n'as pas à m'en faire part, tu peux, mais tu n'as pas à m'en faire part. Mais par contre, au niveau pro, qu'est-ce qu'il y a peut faire des équipes et se recentrer sur le travail, en fait. Après, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, mais il y a des entretiens de liaison maintenant qui existent. Au bout de 30 jours, voilà, j'essaie de diffuser l'information parce que j'ai l'impression que ce n'est pas passé partout. Les entretiens de liaison, en fait, maintenant, l'employeur peut envoyer un courrier ou contacter son salarié au bout de 30 jours d'arrêt pour l'inviter à le rencontrer et ou à l'orienter vers la médecine du travail pour réduire en fait le risque de désinsertion professionnelle. Parce qu'en fait, on a repéré que tout le monde s'attendait. En gros, le salarié qui était en arrêt attendait des nouvelles de l'employeur, qui n'avait pas le droit de le contacter, et vice-versa, et tout le monde s'attendait, et on était dans des... Et maintenant, il y a cet entretien de liaison. En tout cas, il y a des jolis courriers maintenant qui sont faits par les employeurs qui invitent, et il y a eu des situations comme ça qu'on a recueillies à la médecine du travail par ce biais-là, en fait. Ah, j'ai connaissance que vous pouvez m'accueillir et qu'on peut discuter. Et du coup, on les a lus en médecine du travail. Et eux, les salariés, ils se sont donné le droit, du coup, d'appeler la RH en disant ah, bah, vous m'avez invité et effectivement, j'aimerais bien parler avec vous de ce qui se passe. Ça peut être une piste. C'est ça. Ouais. Sur Internet, ça, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais sur Internet, on retrouve la documentation sur l'entretien de liaison. Et du coup, là, on aborde un peu le sujet de la famille, du personnel, et c'est vrai que c'est une question que j'avais, moi. Aujourd'hui, la charge personnelle, enfin, le burn-out, il est dû à ce multifactoriel, l'entreprise et la famille, c'est ce que vous disiez. Non, pas de... non. Parfois, c'est un ensemble aussi, le fait que ça n'aille pas dans la vie, ça a aussi... Là, du coup, on parle d'autres choses encore, on parle de tableaux anxio-dépressifs, d'autres tableaux cliniques, s'il y a du perso qui rentre. Si c'est purement professionnel, c'est là qu'on parle du burn-out, du burn-out et du burn-out. Alors, du coup, ces termes-là, mais c'est-à-dire, souvent, le mal-être du collaborateur, il peut être multifactoriel, l'un ou l'autre, ou les deux sont liés. Et c'est vrai qu'en tant qu'employeur, des fois, ou manager, on est un peu démuni face à un salarié qui, parfois, d'ailleurs, communique dans l'entreprise ses problématiques de vie personnelle, parce qu'ils ont envie d'en parler, parce qu'ils ont fait du bien. Et en tant que manager, on est un peu embêté, on n'a pas de solution. On peut pas, on n'est pas des psys, on ne peut pas l'accompagner, on peut l'écouter, on va mal le conseiller certainement. Mais c'est difficile de l'envoyer quelque part. Et les visites médicales étant maintenant plus écartées, ce qui est bien, mais pas tout le temps. Comment on peut faire pour l'inciter à l'idée, c'est peut-être de l'envoyer chez vous, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on peut programmer une visite médicale hors délai et si oui, si oui, comment je peux dire qu'un collaborateur, il sait qu'il n'a pas besoin de rendez-vous médical avant 2 ans. C'est important pour nous. C'est d'aller voir la vie. Ouais. Compliqué, oui. C'est touché un peu du. Alors, c'est important cette question-là parce que effectivement, si vous repérez un salarié en souffrance, c'est important d'en faire quelque chose parce que ça peut influencer la charge perçue. Ça peut jouer sur ce rôle-là. Donc, après, dès que vous avez repéré ça, il faut savoir que vous pouvez orienter, effectivement, il ne fait pas simple, vous pouvez orienter un salarié à tout moment vers la médecine du travail sur son temps de travail ou hors temps de travail. Vous pouvez lui donner cette connaissance-là aussi, qui peut venir hors temps de travail et qui n'aura pas à se justifier du coup auprès de vous. Il peut garder ça secret. Mais il peut venir aussi sur son temps de travail. Après, comment l'accompagner sur ce sujet? Je pense que ce serait bien que toute entreprise ait juste déjà rien qu'une plaquette rappelant les ressources en interne, rappeler le nom et les coordonnées des personnes représentantes du personnel. Rien que là, s'il y a un infirmier, rappeler qui est son manager, enfin, quelles sont les ressources en interne. Et en externe, médecine du travail principalement, ou médecin généraliste. Et après, un salarié, c'est rare qu'il prenne mal quand même le fait qu'on lui dise « Ah, j'ai vu un changement chez toi, je m'inquiète pour toi ». Tant que c'est fait en huis clos, en tête-à-tête, dire bah, soit je me trompe, et super, mais si je ne me trompe pas, voilà les ressources. Et je reste du coup pour en discuter. Il peut y avoir des affichages aussi. Salle de pause, personne lit. Ou des réunions sur les thématiques. S'ils ne lisent pas, peut-être qu'ils entendront, nous, les espaces de discussion. Est-ce que ça vous a éclairé, Marie?
T'as d'autres questions? Ça, c'est juste pour préciser pour ma race, c'est que moi, je suis directrice du centre d'information pour droits des femmes et des familles. Donc, j'ai une équipe de juristes et en fait, on accueille des publics, donc différents parents, qui vont avoir des problématiques personnelles, notamment des cas de séparation, des divorces. Voilà. Peut-être ça peut aussi répondre à votre question, d'avoir aussi des registres en extérieur de lieux où, alors effectivement, comme vous disiez, mais le registre est bien, il est ou il n'existe pas. Après, ça peut être qu'il y ait des caquettes qui traînent un peu. Et voilà, le salarié va Sur plein de thématiques. C'est gratuit, anonyme, enfin voilà. Donc, ça peut être pour des questions de toute la droit de la famille. Il y a aussi parfois des questionnements sur le droit du travail, avec effectivement des problématiques. Alors, on n'a pas de psychologue chez nous, on n'a que des juristes. Mais voilà, des salariés qui parfois viennent nous voir sur une problématique de charge de travail, l'impression d'être mis au placard. Et en réalité, ça cache parfois, pas toujours, mais parfois d'autres problématiques en lien avec la vie personnelle qui ne va pas. Donc, du coup, effectivement, comme vous disiez, parce qu'il y a des boules de neige, on a l'impression que l'employeur ne nous en plus, que les collègues ne sont plus comme avant. Après, à nous de aussi réorienter et de transmettre les informations. Je pense qu'il y a ce travail à faire, effectivement. Je n'ai pas précisé un petit peu toutes les ressources qui pouvaient exister parce que, enfin, si vous nous les orientez, nous, on a un réseau en tant que psychologue du travail. On accueille toute thématique et du coup, on a quand même un assez bon réseau où on oriente après les salariés. Du coup, on a une bonne connaissance. Mais vous, après, rien ne vous empêche effectivement d'être curieux de ce qui existe sur la place de Troyes au niveau associatif, même de vous rapprocher de nous si vous avez besoin d'une info, et effectivement d'avoir des plaquettes dans une salle de pause, etc. pour le versant personnel. Je pense que c'est complémentaire. Il y a à se centrer sur le travail, sur la thématique de la charge de travail, sur la perception du salarié en entretien individuel, en entretien collectif. Voilà, parler du travail, mais dès qu'on sent que ça déborde un petit peu et qu'il peut y avoir des questions personnelles, avoir une bonne connaissance du réseau, orienter vers le médecin généraliste qui est censé aussi avoir des ressources. Pas assez des fois au niveau, mais C'est plus simple de les enlever les personnes. Un peu débloquer, mais faire moins sur un cas de mise, partir sur la prévention, la mise des choses, enfin, tout ça va, personnellement, plus j'ai l'impression de le manager, la NEF, le dire qu'il faut aller chez le médecin, pour telle chose, etc. Et je pense que le moins on vend de la personne, le moins on vend de la systémique, il y a plus de la personne. Et plus on pense au travail, plus on a de la distance et la relation personnelle, justement, les ramener, peut-être que c'est une responsabilité, parce que c'est important. Et puis, on change. oui, votre responsabilité, c'est de tenter par contre d'ajuster au mieux la charge de C'est élevé au trait de la fiscale, mais oui. bon, et pour le coup, moi, j'ai une très je vais envoyer, je demandais un rendez-vous avec et là, elle m'a répondu, c'est pas notre responsabilité, j'ai pas eu rendez-vous. Ah, c'était vraiment du perso pur, sans impact sur le travail? Alors, si, mais c'est qui Ah oui? voilà, oui. Ah non, mais oui. Pourtant, moi, je me Bien. Ouais. Ah oui? Ouais, l'alcool au travail aussi, on dit c'est pas un problème. Comment? L'alcool, par exemple, en général, le petit dernier ne sait pas comment gérer les choses. C'est compliqué parce que les procédures, on connaît. Il faut faire en face d'un salarié, avec le syndic. On n'a pas forcément envie d'être dans la répression. Oui, c'est général, une médiation anti-syndicale, après, c'est terminé. Le service de santé au travail qui vous a dit l'alcool. Je ne sais pas parce que c'est terminé, c'est pas tout travail. Oui, les suicides. Intéressant. Comment ils arrivent auprès du secrétariat? Alors, faites attention. Je trouve que ça dépend maintenant de la secrétaire et du médecin. J'ai changé de secteur, je n'avais pas les mêmes réponses et le même soutien en fonction des secrétaires et des médecins. Et de faire attention aussi peut-être à quand vous téléphonez, vous tombez sur mes collègues standardistes en fait. Elles sont moins sensibilisées à la santé au travail que mes collègues secrétaires médicales. Donc, de faire attention peut-être quand vous téléphonez à bien demander la secrétaire médicale, peut-être du médecin. Ok.
moi, je reçois des situations où il y a eu l'expression d'idées suicidaires au travail, des problèmes d'alcool. Donc, je sais qu'on fait et on doit le faire. Parce que moi, il y a quelques mois, j'ai fait des sujets personnels, mais pour parler notamment des salariés que tu veux gérer, etc. Moi, à l'inverse, on m'a donné plein d'informations. Oui, on le fait, hein, c'est notre quotidien. Enfin, je reçois tous les jours. Et je pense que voilà, ce qui est dit, Et la question de l'alcool dans la restauration, enfin en cuisine, avec des outils tranchants, si, c'est notre problème en fait. Donc, il ne faudra pas hésiter à se rapprocher de nous. Le contrôle de sphère, enfin, c'est assez compliqué. Tu respectes pas ça, on a tellement peur de prud'homme derrière. Oui, c'est complexe. On a déjà, ça nous est déjà arrivé, vraiment avéré en plus dans un bar, donc on a fait ça. L'étude des données, ça se voit, et ah non, c'est une thématique. Je crois que j'ai mes collègues infirmiers en plus qui ont travaillé un diaporama sur justement la question des addictions dans le milieu de travail avec toute la procédure à suivre, etc. Donc, pas faux. c'est très facile. En plus, c'est des femmes qui sont pas que laquelle, et tous les psychologies qui Oui. et on parlait directement Après, c'est impossible. Après, au-delà de la médecine du travail, vous avez aussi, par exemple, l'AMPA, sur la question de l'alcool, en tout cas. Le XAPA, en fait. Pour retenir le XAPA, ça s'écrit CSAPA. C'est un réseau autour des addictions qui peuvent intervenir dans les entreprises et faire des sensibilisations sur le sujet. Donc, pourquoi pas réunir tout le personnel, concerné ou pas concerné, sur le sujet. Mais justement, ça pourrait ouvrir un espace de discussion sur le sujet. Et puis après, aussi, qu'elle vous accompagne, cette association, sur le règlement intérieur, etc. Normalement, vous êtes censé avoir un règlement intérieur avec des... Non? Ah, ok. Bon, en tout cas, on est préventeur et on est censé voilà, vous accueillir et discuter avec vous de ce genre de choses. Avec l'inspection du travail aussi. Ils auront des leviers à vous proposer. On les voit souvent en tant que contrôle quand on pense à l'inspection du travail, mais ce sont des préventeurs qui conseillent aussi. Juste une question. Quand on est effectivement le cas, Oui. je pense quand je suis là, il y a la prendre en charge du travail, si je ne vais pas le faire, l'organisation et est-ce que je fais le sens, est-ce que dans les liens, on dispose de la médecine être petite, je veux qu'il y en ait l'INS, la et enregistrer et accélérer le processus rapidement engagé. Et quand on va y arriver de remettre à jour en permanence des choses. Ça, c'est un principe. Ça,
Il n'y a pas de logiciel sur la charge de travail, vous voulez dire? Sur l'analyse? Alors, sur les risques psychologiques. Je ne sais pas, ça ne traite pas les données. C'est une connaissance des victimes. 200, 400 personnes. Il y a un multisimilaire. Et que je vais vous approprier en monde d'après et on ne peut pas voir les solutions de et qui pourraient le faire avec investir plusieurs mois. On va obtenir un an, ne le respecte pas. C'est pour ça que j'invite les entreprises à mettre en place des démarches pérennes, en fait. L'évaluation des risques, elle est censée se faire au quotidien. Bah, ce que vous me dites là, ouais. Ah, ce que vous me dites, ça me renvoie à deux choses. Ça me renvoie au questionnaire. Il y a des questionnaires qui existent avec un traitement de données possible, en fait. Et où... En fait, on peut facilement, avec Google Forms, par exemple, on met le questionnaire dans Google Forms, les salariés répondent, et il y a le sondage qui ressort avec enfin, à la fin, par exemple, je pense à un questionnaire, anciennement c'est le ED 6140, je me souviens plus mais si on marque ED 6140 sur Internet et on l'a pas écrit là, je crois pas, du coup, comme c'était pas le sujet, mais vous pouvez vous rapprocher de moi pour que je vous le redonne. C'est un questionnaire où, à la fin, donc du coup, il y a un recueil de tout ce qu'on retrouve dans la littérature au niveau du plan d'action de base, en fait, à mettre en place pour chaque facteur de stress. Donc déjà, si ça pouvait être fait, par exemple, dans l'entreprise, c'est assez rapide normalement. Bon, même si on doit idéalement monter un groupe de pilotage, ça demande du temps. Choisir les unités de travail priorisées par rapport aux indicateurs, se dire, bon, il y a peut-être plus cette unité-là que l'autre à diagnostiquer, en quelque sorte. Il y a, après, oui, la diffusion du Google Form à faire. Enfin, oui, ça demande du temps. Il n'y a pas de baguette magique où en une minute, ça pourrait se faire. Ça demande du temps, mais ça peut se faire par le biais d'un questionnaire. Après, on y revient pas mal à ces fameux questionnaires et on va de plus en plus en tant que préventeur, on va de plus en plus vers des observations en temps réel sur le terrain, des risques psychosociaux avec, par exemple, l'outil situation problème qui invite les salariés d'une unité de travail à se réunir avec une périodicité choisie par l'entreprise qui corresponde justement à sa charge de travail, parce qu'il ne faut pas que la démarche RPS soit un facteur de stress supplémentaire. Il faut être raisonnable. Et donc, du coup, c'est un outil qui invite une unité de travail à se réunir et à discuter de 2-3 situations problèmes, de les décortiquer. Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quel peut être le plan d'action et être dans cette logique-là, en fait, au quotidien. En fait. Et on préconise de moins en moins de questionnaires parce que, comme vous le dites, c'est une photographie d'un moment. Mais on sait que les entreprises aujourd'hui, elles sont de plus en plus en mouvement et que finalement, voilà, on fait une photographie qui ne correspond plus à ce qui se passe 3 mois après. Donc,
on va de plus en plus vers les démarches globales, on va de plus en plus vers l'outil situation-problème, qui ressemble pas mal à ce que je vous ai présenté là aussi par rapport à la charge de travail. De rien. Je sais pas, ça a répondu à votre... Oui. Merci pour toutes les infos, parce que moi j'ai appris pas mal de choses que super. connues depuis un temps et oubliées. D'accord. Merci pour tout ça. Et concernant notamment l'entretien de liaison, le rendez-vous de liaison, alors ça m'intéresse beaucoup. Oui. Ça me permet de conseiller déjà les gens de la campagne et puis pour à titre professionnel également. Par contre, j'ai regardé sur Internet, j'ai profité pour voir un peu. Apparemment, on doit prévenir du coup le service de santé au travail. Et c'est noté que le service de santé au travail peut être présent ou donner un. Oui, quand il est fait. Oui, j'ai pas été plus loin. J'ai juste été dans la diffusion de la formation. Je viens dans les infos. Mais il n'y a pas de souci. Là, je n'ai pas là, tout de suite sur moi, mais je peux prendre vos coordonnées et vous remettre ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, je n'ai pas été plus loin. J'ai été dans, je vous ai expliqué comment diffuser, voilà, par le biais d'un courrier ou par téléphone, etc. Mais après, dans la mise en place, effectivement, à la demande du salarié et ou de l'employeur, que j'ai plus sûr à 100%, effectivement, on peut demander la présence de la médecine du travail. Ouais. Et qu'idéalement, le salarié ait eu un entretien avec le médecin pour qu'il ait l'information de ce qui se passe et qu'il vous aide du coup à réfléchir au plan d'action à mettre en place pour préparer le retour en fait. Je veux bien que ça ça change. Ouais. Parce que c'est Oui. intéressant, c'est typiquement le cas de quelqu'un qui souffre au travail, mais et en parallèle, n'a pas le droit, pensez ne pas avoir le droit de l'appeler pendant ce paramètre qui se reconduit tout le temps. Et c'est-à-dire, il est à peu près sûr qu'il faut. C'est pour ça que ça existe maintenant. Mais il n'arrive pas à créer ce moment sans rentrer en conflit avec les situations. Oui. Il y a ça maintenant. Et ça, c'est super. Oui. C'est pour ça que j'en profite. Bon, je vois qu'on sort un peu de la thématique. Alors, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas terminé sur la charge de travail? Pas terminé. Commencer, c'est ça. Pas terminé, mais commencer. Merci beaucoup à tout le monde. Si vous avez des questions, Stéphanie est encore là pour vous. Oui, je reste. Je vous remercie également donc, les personnes qui étaient en visio, c'est la majorité. Oui, j'ai pris pas de questions. Alors, c'est que voilà, vous travaillez avec les entreprises, donc est-ce qu'après il y a bien de m'en parler parce que moi j'en ai beaucoup vers l'année ils sont très bien et après ils ne sont pas sur place et nous ce qu'on a souvent c'est que les personnes elles nous disent oui il n'y a pas sur place de formation. Alors on a des modules de formation sur les violences sexistes et sexuelles au travail à destination alors des managers